Bonjour, je suis Thibaut Delavigne et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de L'Horizon et au-delà, le podcast mensuel du magazine Géo qui s'intéresse à l'impact de la transition écologique sur nos paysages. Pour cette série, Antoine Jonin m'accompagne. Ensemble, nous traversons la France à la découverte de paysages en pleine mutation. Le mois dernier, nous étions sur la presqu'île de Gien pour réfléchir à ce dilemme qui enflamme les esprits. Face à l'érosion des côtes, doit-on lutter à tout prix ou laisser la nature suivre son cours ? L'épisode est toujours disponible sur geo.fr et vos plateformes de streaming habituelles. Ce mois-ci, destination la capitale des Gaules, à Lyon. Un nouveau quartier sort de terre depuis une vingtaine d'années, le quartier Confluence. Bordé d'un côté par le Rhône, de l'autre par la Saône, il se veut exemplaire en matière environnementale. Nous allons voir ça de plus près. En 30 ans, une profonde mutation de nos territoires s'est engagée. Il faut repenser la ville de demain. Il faut aussi se rendre compte de l'ampleur des transformations européennes et comment est-ce qu'on peut transformer en profondeur notre société. Je veux qu'on aille 2 fois plus vite, au moins, pour les projets renouvelables. Il n'y aura pas de véritable transformation de la société si on ne la fait pas de manière juste. L'horizon et au-delà. Vitrine de la modernité, écologique, novateur, connecté, durable, les concepteurs, les pouvoirs locaux et les promoteurs rivalisent d'adjectifs flatteurs pour décrire Confluence sous son meilleur jour. Mais ce nouvel ensemble urbain est aussi critiqué par de nombreux Lyonnais. Froid, moche, mal desservi, incarnation du marketing néolibéral, les reproches sont légion. Dans cet épisode, nous allons essayer de comprendre comment l'architecture et l'urbanisme intègrent les enjeux écologiques aujourd'hui. Nous commençons notre exploration un jour de pluie sous la voûte du musée des Confluences, gigantesque construction moderne qui trône au bout de la presqu'île, considérée comme l'emblème de Confluence. Nous y retrouvons Paola González. Salut, enchanté. Antoine, Thibaut. Et Thibaut. Et moi, Paola. Alors nous voici donc à Lyon avec Paola González. Paola González, qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Alors moi je suis sociologue urbaniste, je suis consultante en sociologie, études sociologiques prospectives, mais aussi la concertation. Je travaille dans une agence de sociologie et d'urbanisme qui est basée à Paris. En revanche, j'ai fait mes études ici, donc ça fait une bonne quinzaine d'années que j'habite ici, que je vis dans cette ville et que j'adore cette ville. Alors là, on est dans un quartier un peu particulier, quartier que vous allez nous faire visiter. Est-ce que vous pouvez juste décrire pour nos auditeurs ce qu'on a sous les yeux, s'il vous plaît ? Nous sommes face au musée de Confluence et nous sommes au niveau de la pointe, ce qu'on appelle la pointe du confluent de la Saône et du Rhône. C'est côté gauche. Et là, ici, à Confluence, nous avons un projet urbain déjà. Moi, j'aime bien l'appeler le projet urbain qu'écoquartier. C'est un projet urbain de 150 hectares. C'est assez colossal, c'est assez gigantesque. On ne voit plus des projets urbains comme celui-ci en France. Ça reste une échelle qui, à mon avis, qui est un peu datée. Disons qu'aujourd'hui, dans les années 2020 surtout, on revient un peu plus à la petite échelle. Tandis que ces grands projets, ces méga projets urbains, on les voyait plus dans les années 90, début années 2000, voire 2010. Si on continue à voir un petit peu ces types de projets, c'est plus des révisions, ce qu'on appelle des actualisations pour pouvoir s'adapter aux critères d'aujourd'hui, critères environnementaux, critères sociaux, de mixité sociale, toutes les réglementations qu'on a aujourd'hui, qu'on verra un peu plus en détail, qu'on va se balader au niveau des îlots. Et bien maintenant, on va peut-être se diriger vers le cœur du quartier, qui n'est pas à côté quand même. Il faut marcher un petit peu. Disons que moi, je dirais que ce quartier, il y en a 2. Il y a Confluence, la collection d'architecture. C'est ce qu'on appelle la phase 1 de la ZAC. C'est au niveau de la Saône. C'est là où il y a le carré vert de Jacob McFarlane et puis d'autres architectures, Herzog de Meuron. Il y en a plein de collections d'architectes. Quand on est étudiant d'architecture ici, c'est une balade à faire, c'est une visite obligatoire. Et puis, il y a côté Rhône, il y a justement, c'est la ZAC 2, si je simplifie en très grande ligne. Là, on va trouver un peu plus une architecture avec des îlots d'habitation, des cœurs d'îlots, logements, mais il y a également aussi des bureaux. C'est là où il y a l'hôtel de région. Avant d'aller plus loin dans la visite, il est important de vous donner plus d'informations sur l'historique de la ZAC, la zone d'aménagement concerté de Confluence évoquée par Paola.
C'est un projet pensé durant la mandature de Raymond Barre dans les années 90 pour réhabiliter le sud de la Presqu'île qui fut pendant longtemps un quartier industriel pauvre et à la mauvaise réputation, coincé entre la grande et glauque gare de Perrache au nord et le bout de la Presqu'île où la Saône se jette dans le Rhône au sud. À partir de 2003, entre l'autoroute qui traverse le quartier et la Saône à l'ouest, un quartier de bureaux et d'hôtels sort de terre. C'est la ZAC 1, la première partie de Confluence. Ici, de grands noms de l'architecture contemporaine ont livré des bâtiments originaux, étranges et beaux. Puis la ZAC 2 est sortie de terre un peu plus au nord. C'est un quartier d'habitation, de commerce et de bureaux. Pour analyser l'historique de ce quartier qui a longtemps pâti d'une mauvaise image, nous rencontrons deux autres sociologues, chercheurs au CNRS, Mathieu Adam et Emeline Comby, et depuis des années, ils étudient Confluence sous toutes les coutures. Emeline Comby, je suis maîtresse de conférences en géographie et aménagement à l'Université Lyon 2 et je suis chercheuse à l'UMR 5600 Environnement, Ville, Société. Et je travaille essentiellement sur comment le capitalisme mobilise et transforme nos environnements quotidiens. Donc moi je suis Mathieu Adam, je travaille sur la manière dont on va dire la production capitaliste de l'espace est travaillée par la question de l'écologisation. Donc de son adaptation, de son intégration à la question des changements environnementaux. Et je travaille là-dessus à partir essentiellement de deux objets qui sont la fabrique ou la production de la ville durable, donc d'où notamment le quartier de Confluence. Et un autre objet qui m'occupe beaucoup actuellement qui est celui des mobilités quotidiennes, en particulier à travers les alternatives à l'automobile. Alors pour commencer, effectivement ce quartier il ressemble à beaucoup d'autres quartiers qui ont été construits à la même époque et c'est assez emblématique, pour pas dire caricatural, des types de quartiers qui ont été produits un peu dans toutes les grandes villes européennes durant les années 2010, à la fois sur le côté on retourne sur ces anciens quartiers industriels qu'on va transformer en des quartiers résidentiels, en des quartiers de bureaux, où on va essayer de monter en gamme sur la population, sur les commerces, etc. Mais moi je voulais répondre après sur cette question de la mauvaise image. C'est une image extrêmement dégradée, avec ce sobriquet que vous avez peut-être déjà entendu, qui est derrière les voûtes. Alors, les voûtes, c'est ces arches qui sont au niveau de la gare de Perrache, qui sont des arches qui font, entre 50 et 100 mètres, et qui sont des espaces souvent mal éclairés, effectivement facilement glauques, et qui marquaient une véritable frontière. Donc la gare, elle est inaugurée en 1857, quand l'ingénieur Perrache, à qui on a donné le nom de la gare ensuite, pense un peu ce système-là, on est sur des moments où on assume beaucoup plus clairement qu'aujourd'hui les séparations des fonctions et les séparations sociales dans la ville. Et juste au-dessus de la gare, on a le quartier bourgeois historique de Lyon, le quartier d'Aînès. Et au sud, on va faire une partie productive. Donc on va faire des logements pour les ouvriers et puis on va y mettre des usines de l'industrie lourde, etc. Ce qui va entraîner notamment le fait qu'on est sur des terres polluées aujourd'hui. Et donc, dès le départ, on a cette séparation matérielle, et c'est écrit comme tel, quoi. Et puis, à Confluence, en tout cas, le sud de la Presqu'île, en dessous de la gare, on y a relégué toutes les activités subalternes. La prostitution, il y avait les trafics, il y avait la prison, qui était quand même une prison d'une sacrée taille, mine de rien. Et ça, pour le bon citoyen ou la bonne citoyenne de Lyon, c'était quand même un truc plutôt à rejeter. Donc, il y a vraiment cette image intéressante. Avec ce sobriquet qui, en lui-même, est intéressant, derrière les voûtes, c'est-à-dire qu'on définit un espace en creux, en fait, par la frontière qui le précède. Il y a un truc assez fort. La ville de Lyon s'est considérablement renouvelée ces dernières années avec des constructions très audacieuses. Il y a 9 mois, jour pour jour, c'est le musée des Confluences qui a été inauguré. Paul, avec vous, on va remonter la rivière et aller de surprise en surprise. Bonjour Marie-Sophie, c'est vrai qu'il y a beaucoup à voir ici à Lyon. Il y a 15 ans, rien de ce que vous pouvez voir ici n'existait. C'était une zone industrielle, 120 hectares au total qui ont été réaménagés. Imaginez un peu, c'est en fait la taille du centre-ville de Lyon qui va doubler avec ce projet Confluence. Une des idées ici, c'était de mélanger des logements, de mélanger des pôles de loisirs et surtout de l'activité économique. Comme vous pouvez le constater avec cette émission de France 3 datant de 2015, l'ambition du projet urbain Confluence, c'est de remplacer un quartier ouvrier, laborieux, malfamé et lugubre par un tout nouvel ensemble résolument moderne et surtout qui se veut écologique et faisant la part belle au développement durable. Dès 2010, le projet obtient la certification Premier quartier durable de France et est validé par le WWF, le Fonds mondial pour la nature, et c'est à ce jour le seul projet urbain du pays à avoir obtenu cette reconnaissance.
Mais Confluence bénéficie-t-il du très officiel label Écoquartier, créé en 2012, dont 500 quartiers français à peu près se revendiquent? Pour répondre à cette question, il faut analyser certaines caractéristiques que nous détaille Paola González. Comment on désigne un écoquartier? Comment est-ce qu'on peut devenir un écoquartier? Il y a 20 indicateurs. On peut les classer en 4 thématiques. C'est les miennes, c'est pas forcément celles désignées par un ministère. Mais je dirais qu'on a la sobriété foncière et énergétique, avec tout ce qui est relatif au bâti qui a été conservé, les matériaux biosourcés, la production des bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire des bâtiments qui peuvent produire de l'énergie, qui sont autosuffisants, voire plus qu'autosuffisants. Il y a aussi un deuxième aspect, c'est le volet de la mixité sociale, le pourcentage de logement social. Un troisième aspect, c'est tout ce qui est la mobilité et le cadre de vie, avec ce qu'on appelle, dans notre jargon urbanistique, la mixité fonctionnelle. C'est le fait qu'on puisse être dans un quartier qui ne soit pas un dortoir. C'est le fait d'avoir des logements, d'avoir la possibilité d'avoir un commerce de proximité pas trop loin, des équipements de divertissement, se divertir, pouvoir travailler aussi. Puis, il y a un quatrième aspect, et le dernier aspect, c'est le bien-être et l'écologie, nature en ville. Puis aussi tout ce qui est relatif aux surfaces végétalisées. Il faut qu'il y ait un certain pourcentage calculé par rapport au nombre d'habitants. Et puis, c'est un rapport par rapport au nombre d'habitants et la surface. Donc voilà, ça c'est la liste des indicateurs. Pour être certifié écoquartier, un ensemble urbain doit donc scrupuleusement respecter 20 critères qui vont de associer les habitants et usagers à favoriser le vivre ensemble, la solidarité et l'inclusion, en passant par optimiser l'utilisation des ressources et développer les filières locales et les circuits courts. C'est pour eux que nous travaillons. Pour tous ces enfants du quartier de la Confluence à Lyon qui connaîtront l'an 2050 et son horizon climatique tant redouté. C'est avec lui que nous travaillons. L'arbre. Un parmi les milliers que comptera un jour la Confluence. Les enfants et les jeunes arbres sont contemporains. Ils grandiront ensemble au travers des crises et des aventures de leur temps. Comme vous le constatez dans cet extrait d'un film promotionnel de Lyon Confluence, l'organisme chargé de sa promotion, le quartier ne cesse d'être présenté comme écologique. Pourtant, tenez-vous bien, Confluence n'a pas le label officiel écoquartier. Il ne remplit pas la charte des 20 engagements fixés par l'État. Mais alors, au nom de quoi est-il présenté comme écologique et durable? Même s'il n'a pas sa médaille d'écoquartier, mérite-t-il malgré tout ce titre? La question de est-ce que ça mérite ou pas le terme d'écoquartier, moi, c'est pas de cette manière-là dont j'aborde les choses, pour une raison qui est que l'écoquartier, c'est une catégorie d'action publique. En fait, les quartiers qui ont été construits à ce moment-là, ils sont tous écoquartiers, si on veut. C'était une manière de renouveler le discours et renouveler aussi un petit peu ce qu'on fait, c'est-à-dire c'est des choses assez caractéristiques visuellement, c'est l'isolation par l'extérieur qui donne tous ces bardages, notamment sur la première phase du quartier, assez variés, assez colorés. On va mettre 2-3 artefacts de type une petite éolienne, quelques panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, et puis c'est à peu près tout ce qu'on peut avoir. C'est plus du tout possible, de toute façon, aujourd'hui, de faire un projet sur lequel il n'est pas écrit durable, sur lequel il n'y ait pas quelques considérations environnementales qui soient prises, sur lequel on n'a pas saupoudré un peu de participation habitante, sur lequel on n'a pas dit qu'il y avait de la mixité sociale, etc., etc. Et ce quartier, de fait, il est remarquable sur ce plan, c'est que il obtient notamment en 2009 un prix dans le concours écoquartier de l'époque. Ce que nous explique ici Mathieu Adam est important. Le quartier Confluence, qui est un chantier d'une ampleur considérable, est obligé d'afficher une volonté de verdir la ville. Cela au même titre que tous les projets urbains récents. Le dérèglement climatique est une réalité, une évidence, et les pouvoirs publics, aussi bien que les promoteurs privés, l'intègrent dans leurs plans. À Confluence, des expérimentations sont réalisées pour tenter d'adapter le quartier au changement climatique. On commence le tour des innovations avec la question de l'eau.
Pour ce qui est de l'expérimentation, il y a eu des expérimentations. Au niveau des eaux pluviales, c'est un quartier par exemple qui est assez emblématique de ce qu'on appelle les techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, donc avec l'idée qu'il faut soit que l'eau pluviale s'infiltre là où elle tombe, soit qu'on puisse la stocker notamment dans des bassins. Alors je dis que il y a un volet expérimental qui est important. C'est important à l'échelle mondiale parce que c'est des techniques qui sont assez peu utilisées encore. L'avantage, c'est que ça permet d'offrir, on va dire, à ciel ouvert en plein centre-ville, un espace qui montre les savoir-faire sur ces techniques-là. Donc oui, il y a des endroits où il y a eu des expérimentations, notamment autour de l'eau. Comme vient de nous le faire remarquer Emeline Comby, la gestion des eaux fluviales et de pluie est une question importante à Confluence. Le quartier étant situé entre le Rhône et la Saône, 2 cours d'eau capricieux, il est capital de s'assurer d'un bon écoulement des eaux pour ne pas risquer de catastrophiques inondations. D'autant que le dérèglement climatique impacte l'ampleur et la puissance des perturbations météo. Il pleut plus fort, de manière plus aléatoire. Une attention particulière a donc été portée à cette question, à travers une réflexion sur la perméabilité des sols, la construction de bassins de rétention et la sauvegarde d'un vaste espace végétal, le champ. Parce que là, en fait, ce qu'on a sous les yeux, c'est on est passé sous l'autoroute. Là, on est sur un grand trottoir avec le tramway en terre-plein central de la route. Et là, en face de nous, on a quoi ? C'est les restes de ce qu'était la friche industrielle du quartier Confluence. Ce qu'on voit en face, c'est ce qu'on appelle le champ. C'est une sorte de parc, verdure, qui est en cours de... c'est en projet, hein. On n'a pas encore bien affiné les cheminements, à mon avis. Mais disons que ça va être le poumon vert de Confluence. Donc l'idée, oui, c'est de conserver un espace un peu vide, pour y mettre de la verdure et aérer un peu tout ça, quoi. Disons que c'est un peu une caractéristique qu'on retrouve dans plusieurs écoquartiers. Il y a toujours un grand espace vert où il y a de l'innovation en termes d'infiltration d'eau pluviale. Il y a tout de même un souhait de garder et d'avoir un grand espace vide, comme tu le dis, pour mener en place des actions innovantes en termes d'environnement, écologie, biodiversité, mais aussi des actions citoyennes. Parce qu'il faut aussi penser l'écoquartier sous les 3 dimensions, sociale, économique et environnementale. On passe sous le pont de l'autre côté ou... On peut passer sous le pont. Ouais. Alors là, on passe sous l'autoroute et de façon très paradoxale, on entend moins les voitures. C'est étonnant, quand même. Nous poursuivons notre déambulation jusqu'à une place toute neuve, au cœur de Confluence. Autour de nous, de grands immeubles d'habitation au style contemporain. Une poignée d'arbres minuscules ne masque pas la minéralité du cadre. C'est le moment d'aborder un sujet technique, le volet construction. Ces dernières années, les contraintes réglementaires appliquées aux bâtiments neufs sont devenues importantes. Pas le choix, il faut prendre en compte les nouvelles réalités climatiques dans la conception de l'habitat, des bureaux et des commerces. À Confluence comme ailleurs, l'urbanisme doit s'adapter. Exactement. C'est le mot en urbanisme actuellement, c'est s'adapter, anticiper. Le monde, et surtout avec les changements climatiques, ces aléas que... avant, on avait des canicules tous les 3 ans, maintenant c'est quasiment 4 par an. On n'était pas prêts, hein. On n'était tellement pas prêts en termes de formation, en termes d'anticipation. Ça s'est tellement accentué, les exigences sur le logement. La réglementation énergétique 2020, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. Ouais, la RE 2020, on demande une amélioration de la performance énergétique avec des logements qui soient faibles en consommation, puis qui est au niveau de la vie de construction du bâtiment, on demande qu'il y ait le moins d'impact possible sur le climat, c'est-à-dire c'est pendant le chantier, il faut le prévoir, il faut penser au circuit court, il faut penser au réemploi quand le logement est occupé. Il faut aussi penser aux usages. Il faut se dire que ça doit être un bâtiment qui doit être résistant en termes d'isolation, qui doit être autosuffisant aussi en termes énergétiques. Et puis le troisième, c'est l'amélioration de l'habitabilité des logements l'été pour faire face aux canicules. Donc on ne pense plus qu'à l'hiver, on pense aussi à l'été maintenant. Et ça, on ne le faisait pas avant.
Là, c'est un autre paradigme. Ça change tout. Et le bâtiment énergie positive, alors, il me semble que c'est la Tour Noire. Parmi les constructions remarquables de Confluence, il y a le premier îlot à énergie positive d'Europe, un ensemble de 3 bâtiments futuristes baptisés Hikari, lumière en japonais. Hikari, c'est un peu la perle du quartier Confluence à Lyon. 3 immeubles conçus par l'architecte japonais Kengo Kuma, qui accueillent des logements, des bureaux et des commerces, au total 12 800 mètres carrés. Cet îlot, qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme, est une première en France. Car jusqu'à présent, cette équation n'a été réalisée qu'à l'échelle d'une maison individuelle ou d'un bâtiment unique. Pour arriver jusqu'ici, nous sommes passés devant l'hôtel de région, grand cube un peu tristoun malgré ses gigantesques façades vitrées. Derrière nous se dresse un immense centre commercial, qui ressemble à tous les autres, avec ses escalators, ses blocs de béton et ses enseignes criardes. À nos pieds, un long bassin qui communique avec la Saône, on l'appelle la Darse. Et face à nous, ce fameux immeuble Hikari, couvert de plaques noires. De loin, on dirait que ses vitres sont teintées, et quand on se rapproche, on reconnaît des panneaux solaires. Des circuits électriques comme des cartes-mères d'ordinateurs parcourent la façade. L'ensemble est surprenant et très sombre. Il y a un des bâtiments qui donne sur la Darse, la partie où il y a l'eau, qui était l'un des premiers bâtiments de France qui était supposément à énergie positive. Alors ça ne marche pas forcément vraiment. Il y a eu des expérimentations aussi sur essayer d'avoir des retours sur la réelle efficacité énergétique des bâtiments, donc avec des logiques d'installation de capteurs chez les personnes et de domotique, avec des succès à nouveau relativement variés. Mais les bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire qui permettent de produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment, ne sont pas les seules innovations architecturales de Confluence. On trouve aussi d'autres techniques, parfois ancestrales, et qui sont expérimentées à une plus grande échelle. C'est assez marrant parce que des fois on revient aussi à des techniques qui sont très anciennes. Il y a un bâtiment en pisé, donc en terre crue. C'est une technique qui existe depuis longtemps, mais qui revient sur des bâtiments aussi d'assez grande taille. Je pense même qu'on peut dire que, par exemple, c'est un endroit où il y a du chauffage collectif au bois qui effectue un petit peu son retour. Donc, en fait, il y a un côté démonstrateur qui permet l'innovation. Et en même temps, des innovations peut-être un peu plus radicales, elles vont rarement se produire non plus sur ce type d'espace. Pour une raison relativement simple, c'est qu'on est sur un foncier qui est extrêmement élevé. C'est pas forcément là où on va pouvoir prendre des risques très importants. Confluence, c'est aussi ça. Un paradoxe. Un projet qui tente de mêler innovation écologique et gains économiques. Oui, on déploie de nouvelles technologies et on réfléchit sincèrement à la meilleure façon de verdir le quartier, de l'adapter au mieux aux nouvelles contraintes, notamment climatiques. Mais sans jamais perdre de vue un autre objectif capital, la rentabilité. Sans promesse de rentabilité, les acteurs privés, promoteurs, commerçants, entreprises, n'auraient pas investi le quartier. Les propriétaires qui achètent des appartements pour les louer n'auraient pas investi non plus. Et forcément, cette double injonction qui paraît contradictoire, verdir et enrichir, porte en elle les limites d'un projet comme Confluence. Car il ne suffit pas de vendre un quartier vert aux investisseurs pour qu'il le soit totalement. Parfois, la réalité est là, et les faits sont têtus. Ce quartier qui est vendu comme écoquartier, il est quand même vendu sur des sols qui à la base sont pollués. Donc il va y avoir toute une problématique de gestion des sols, excavation, nettoyage, importation de sols, donc ce qui pose quand même toute une série de questions. Et puis il ne faut pas oublier qu'immédiatement on a la voie ferrée qui traverse le centre commercial, ce qui est quand même une singularité. Et on a l'autoroute qui est juste à côté, avec des problématiques, bien évidemment, de bruit, de nuisances diverses et variées. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même sur un quartier, à la base, plutôt dévalorisé du fait de nuisances, d'externalités négatives. Et on va arriver à vendre cet endroit comme un lieu à haute qualité environnementale. Et ça aussi, c'est très intéressant en termes de discours, puisqu'à la base, on est plutôt sur un espace déprécié qui explique les populations, qui explique, c'est pas déterministe, mais qui explique en partie qu'on avait des populations plutôt soit paupérisées, soit indésirables, soit ouvrières. Et puis, on va essayer de vendre une image tout autre en essayant d'effacer, de renouveler ces contraintes. Alors, ça passe par un travail sur les sols, ça passe par des espaces paysagers qui essayent de gérer l'eau, puisqu'en fait, tout le quartier est pensé notamment pour limiter le risque d'inondation. Non, mais voilà, il y a une espèce d'invisibilisation des contraintes environnementales qui restent pourtant présentes en partie. Il fait quand même très, très chaud. Il faut être très clair. L'ombre n'est pas hyper présente. On est sur des revêtements qui sont certes clairs, mais en fait, très rapidement, le quartier n'est pas forcément très agréable non plus de ce point de vue-là. C'est un quartier jeune. La canopée, les arbres ne sont pas très développés.
On n'est pas à la pointe. En termes de déjà surface végétalisée, il n'y en a pas assez. Ça c'est clair. Mais ici, à Confluence, ça reste quand même ahurissant. Il n'y a pas de gazon, il n'y a pas de verdure. Il n'y a pas de verdure dans ce quartier. Et même dans n'importe quel quartier, ça devient un critère. Ça devient un critère, le fait d'avoir des sols qui soient perméables. Parce pour réduire ces effets d'îlots de chaleur, mais aussi avec un aspect convivial. Si on veut refaire des petites places de village afin qu'on puisse tous se rencontrer. Si on récapitule, nous avons donc un quartier qui est présenté comme écologique. Et beaucoup a été fait. Nous avons parlé de la gestion des eaux, du champ, le futur grand espace vert du quartier. Nous avons évoqué les bâtiments à énergie positive, les bâtiments en terre cuite. Pourtant, comme le décrivent nos 3 sociologues, beaucoup de critiques sont à formuler sur la réalité de l'aspect écologique de Confluence. La question des sols pollués, le manque de végétation, les nuisances liées aux voitures. Alors, vous me voyez venir, peut-on dire que le projet Confluence n'est qu'une façon pour les autorités locales et les promoteurs privés de faire une énorme opération de greenwashing, c'est-à-dire de coller du verre partout pour mieux vendre du béton? Le problème de la critique du greenwashing, c'est que elle prend pas en compte ce qui est réellement le développement durable, c'est-à-dire le développement durable, c'est pas un truc qui est censé renverser la table, quoi. Le développement durable, historiquement, c'est la manière dont le mode de production capitaliste a ingéré la critique écologique en disant il faut qu'on soit capable de répondre à ça pour produire mieux, pour produire plus longtemps. Il faut bien comprendre qu'un quartier comme Confluence, c'est un truc qui est produit dans une logique très néolibérale, c'est-à-dire où les pouvoirs publics se mettent en gros au service du marché et construisent des choses pour qu'on puisse avoir des investisseurs, mais aussi pour que les promoteurs et les entreprises locales travaillent. Il y a les critiques qui portent sur l'aspect écolo de Confluence. On vient de les entendre. Mais des critiques visent aussi l'aspect social. Car de nos jours, tout nouveau quartier qui sort de terre et a des ambitions écologiques, ce qui est devenu la norme, doit réfléchir à la mixité sociale de ses habitants et usagers. En gros, il faut que toutes les classes sociales, tous les profils de population puissent vivre, travailler, se divertir, s'éduquer dans le quartier. Et si possible, en harmonie. Alors c'est facile à dire comme ça, mais en pratique, c'est très compliqué. Comment le projet Confluence a-t-il intégré cette ambition de mixité sociale ? En fait, elle est traitée de la même manière que la question environnementale. C'est-à-dire, c'est pas inexistant comme préoccupation, c'est une préoccupation aujourd'hui assez générique, et en même temps, elle est traitée de la manière dont les pouvoirs publics et les entreprises privées sont en capacité d'intégrer cette question-là aujourd'hui, c'est-à-dire d'une manière, pour le dire gentiment, pas très radicale. Repeignez la façade, vous réglerez les problèmes, non en fait. Et donc Confluence, c'est un peu aussi penser les difficultés urbaines à travers une petite lorgnette et les déplacer dans d'autres quartiers du 7e qui vont eux-mêmes ensuite se renouveler et donc redéplacer ces populations-là vers des périphéries toujours plus lointaines, toujours moins bien connectées, et donc avec des phénomènes de paupérisation qu'on ne voit pas, puisque ces personnes-là, soit elles étaient absentes des statistiques, soit elles étaient présentes uniquement par des usages qu'on essaye d'invisibiliser toujours plus. Pourtant, un outil est censé remédier aux critiques que formule Emeline Comby. Pour accompagner un projet comme Confluence, il est obligatoire de discuter avec les habitants et les usagers, les anciens comme les nouveaux. Cela s'appelle la concertation et c'est un enjeu très important car une concertation qui se passe bien permet aux promoteurs et aux pouvoirs publics d'afficher une forme de validation du projet par les citoyens concernés. Dans le cas de Confluence, comment la concertation s'est-elle passée ? Aujourd'hui, cette question de la concertation, elle est obligatoire. C'est-à-dire, il faut en gros aller prendre l'avis de la population. Mais la première chose à dire, c'est que ça n'engage pas forcément à grand-chose, puisqu'il n'y a pas d'obligation de résultat ou il n'y a pas d'obligation de prise en compte. Si on veut la démocratie participative, la concertation, c'est une des modalités légales de la démocratie participative. C'est une réponse un peu aussi à la crise de légitimité démocratique, notamment plus grand monde vote, la participation aux élections s'écrase, etc. Donc on va rechercher de la légitimité avec ce genre d'outils, mais ça consiste quand même, et c'est ce qui s'est passé plutôt du côté de Confluence comme de beaucoup de quartiers, à dire on va prendre des décisions, puis ensuite on va aller chercher une avalisation populaire avec de décisions déjà prises, avec des modifications à la marge. Donc, je caricaturais un peu tout à l'heure, mais souvent on y est complètement dans cette caricature. Donc on va concerter ponctuellement sur le square, et puis la conflictualité va se faire sur les jeux pour enfants. On voudrait plutôt des jeux pour enfants qui vont être en bois ou qui vont être en plastique, etc. Donc on va avoir des négociations là-dessus. Je ne dis pas que ça n'a pas d'importance. En réalité, sans doute que pour l'usage et le confort des enfants, ce n'est pas stupide d'en discuter. Mais par rapport à l'enjeu d'un quartier comme ça, c'est souvent ce genre de toutes petites choses.
Comme souvent, la concertation laisse apparaître des angles morts. Toutes les populations n'ont pas été entendues. Tout le monde n'a pas pu ou voulu participer. Tous les sujets n'ont pas été soumis à la concertation. Il n'en reste pas moins que Confluence, ce sont des centaines de logements qui sortent de terre dans un contexte où l'immobilier est en crise. Nous avons besoin de nouvelles habitations car les difficultés d'accès à la propriété ou simplement à la location s'aggravent. Est-ce que le plus important, ce n'est pas avant tout que les gens aient un toit ? En fait, ce quartier, il est pensé pour être utilisé de suite. Il faut que les logements se vendent, les logements se louent. Donc en effet, on va avoir un peuplement quasiment très rapide du quartier, notamment parce qu'on a eu des ventes sur plan, puis les gens ont acheté. S'ils cherchent des locataires, ils vont essayer que ça se loue le plus rapidement pour des questions de remboursement. Donc par rapport à ça, on pourrait dire que le quartier, c'est une réussite, au sens où en effet, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas d'appartements inoccupés. Le roulement fait qu'il y a toujours des gens qui s'emparent du quartier, avec une problématique majeure, c'est qu'à Lyon, on est quand même sur une ville qui est aussi en très forte tension sur le logement. Donc ça répond quand même à certaines questions de où loger les personnes dans un contexte où l'immobilier, depuis la construction du quartier à aujourd'hui, n'a fait que flamber. En conclusion de cette exploration du quartier Confluence, on peut dire que ce projet urbain prend en compte certaines considérations écologiques. La gestion des eaux de pluie, l'isolation des bâtiments, la question énergétique, mais c'est aussi un quartier qui incarne les paradoxes et les contradictions de la période dans laquelle nous vivons. Il faut faire cohabiter exigence écologique et rentabilité économique. Et ce n'est pas toujours simple. Alors, Confluence incarne-t-il la ville de demain ? Ce n'est pas certain. Mais il incarne bien la ville d'aujourd'hui. N'oubliez pas que ce projet a commencé à être pensé dans les années 90 et qu'il a subi nombre de modifications, améliorations, mises à jour. La donne climatique, les enjeux politiques et économiques ont aussi beaucoup évolué durant cette période. Et seul l'avenir nous dira si le quartier Confluence est véritablement adapté au changement climatique. Le mois prochain, nous partons en Loire-Atlantique, à Derval. Dans cette région agricole, nous visiterons un méthaniseur, une installation qui transforme les déchets agricoles en énergie et fournit un complément de revenus aux éleveurs qui l'utilisent. Nous étudierons aussi la façon dont les nouvelles technologies permettent d'opérer une transition écologique qui assure de meilleurs revenus aux agriculteurs. C'est l'horizon du prochain épisode. L'Horizon et au-delà est un podcast du magazine Géo, pensé et écrit par Thibaut Delavigne et Antoine Jonin, réalisation Lucas Vibo.